Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'école du futur. Au programme de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus parce que bien utiliser les écrans, vous le savez, ça s'apprend en famille et surtout au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis on va parler d'intelligence artificielle dans cette émission, une intelligence artificielle qui permet de corriger des copies. Objectif, faire gagner du temps aux enseignants, augmenter l'objectivité de la correction, améliorer aussi le suivi de la progression des élèves ou encore proposer des exercices ciblés post-correction. Et tout ça, on en parle avec notre invité du jour, Dorian Collin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Examino, qui est donc cette fameuse plateforme dont on va parler tout au long de l'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire le Clémy et sa série La famille tout écran. Je vous laisse profiter de votre nouvel épisode. Théo, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt. Voilà ce qu'il faut faire. En premier, tu ouvres le navigateur. Ensuite, tu vas sur le moteur de recherche, puis tu tapes ce qu'on appelle les mots-clés. Par exemple, si tu cherches des vidéos sur Mario, tu tapes vidéo et Mario. Tu fais quoi? Je prends des notes. Jamais oublier les fondamentaux. Ensuite apparaissent les résultats. Attention, les premiers ne sont pas forcément les plus justes. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont payé pour être en premier. Tu dois toujours surfer avec un adulte à côté de toi. Ou alors aller sur les sites spéciaux pour les enfants que maman t'a installés. D'accord, mon grand? Ça roule, merci papa. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de partager mon savoir avec toi. Mais où a-t-il appris tout ça? Ça, je peux te le dire. Chérie, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt? Pour les papas et les mamans, pensez à paramétrer mon navigateur. Installez un contrôle parental et accompagnez vos enfants dans leurs recherches sur le net. Chérie, c'est grave quand l'ordinateur fait boum et il se rallume plus? Oh, ça c'est PC portable tout craché. Il fait le coup de la panne pour avoir une nouvelle batterie. Allez, sur un tout autre sujet, faire gagner du temps aux enseignants. Voilà aujourd'hui l'une des promesses les plus fortes de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Et s'il y a bien une tâche qui prend du temps, on le sait, c'est la correction des copies. Alors, quand une solution affirme pouvoir corriger des devoirs en quelques secondes, forcément, ça interpelle. Mais au-delà de la performance technologique, peut-on vraiment faire confiance à une IA pour noter les copies des élèves? Quelle marge d'erreur? Et est-ce réellement bénéfique pour les enseignants et les élèves? On va discuter tout ça avec mon invité tout au long de cette émission. Et cet invité aujourd'hui, c'est Dorian Collin, cofondateur de Examino, qui est donc une plateforme d'IA pour corriger les copies si on ne l'avait pas encore compris. Néanmoins, dans cette émission, j'aime bien commencer par un petit pitch. Alors même si j'ai spoilé une grosse partie, vous avez 30 secondes pour nous présenter Examino. Parfait, vous l'avez très bien résumé en une phrase. Examino, c'est une plateforme qui va permettre aux enseignants de corriger leurs copies via de l'IA. Donc c'est très simple d'utilisation, on importe les copies, on importe les sujets. Et ensuite, en quelques secondes, l'IA va corriger, va donner un retour détaillé sur chaque note de chaque élève avec un commentaire, une moyenne globale sur la classe et un suivi tout au long de l'année. Donc on importe les copies, le sujet et la magie opèrent. Alors corriger des copies, on le sait, je l'ai dit, c'est long, c'est chronophage pour les enseignants. Mais est-ce qu'en revanche, on a aujourd'hui des chiffres qui nous donnent vraiment à voir le temps que ça prend pour les enseignants, cette correction de copie? Alors, il y a beaucoup de chiffres. Le chiffre officiel aujourd'hui, c'est 6 heures par semaine en moyenne. C'est un chiffre qui peut vraiment varier en fonction de la profession de l'enseignant, en fonction de la matière, du nombre d'élèves dans la classe. Donc, c'est très variable. Mais le chiffre officiel, c'est 6 heures par semaine passées sur les corrections de copies. Et donc, avec Examino, vous avez pu estimer le gain de temps? Alors, c'est très dur à estimer parce que justement, ça dépend beaucoup des matières. Aujourd'hui, on estime qu'on peut gagner environ 4 à 5 heures sur ces corrections, tout simplement parce que ça permet de se libérer d'une grosse charge de travail. L'enseignant a juste à relire les corrections, à les valider et ensuite, c'est fait. Et alors, ce temps, vous le faites gagner à quels enseignants? Je crois qu'aujourd'hui, vous couvrez une quinzaine de matières, c'est bien ça? C'est ça, on fait 15 matières. Enfin, on annonce 15 matières officiellement. En réalité, on fait beaucoup plus de matières. Aujourd'hui, on a même des enseignants en BTS agricole qui utilisent notre outil pour corriger leurs copies. Donc, c'est assez large. On ne se limite pas. Notre but, c'est vraiment de proposer l'outil au maximum d'enseignants possible. Et c'est pour tous les niveaux d'enseignement? C'est ça. Du primaire au supérieur, tout le monde peut l'utiliser.
Bon, c'est plutôt effectivement assez large comme cible. Et pour quel type d'exercice est-ce qu'on va pouvoir faire autant du texte rédigé que par exemple, je pense aux professeurs de mathématiques, des calculs ou autre chose? Ouais, alors on fait vraiment toutes les matières, donc c'est tous les types de sujets. On a des sujets écrits de façon assez basique, que ce soit manuscrit ou numérique. On est capable d'analyser des schémas, c'est-à-dire pour des matières plutôt mathématiques où il va y avoir une vraie réflexion sur un schéma avec un texte, on va être capable d'analyser ce schéma. Pareil pour les photos, je pense notamment au sujet d'histoire, on a souvent une analyse de photos à faire. On va être en capacité d'analyser la photo et de le retranscrire et de le mettre en parallèle avec l'écrit de l'élève. Donc il n'y a pas de limitation. Alors, bien évidemment, je vais avoir quelques questions sur la finesse de la correction et sur les limites de l'intelligence artificielle. On va en reparler au cours de cette émission. Mais d'abord, j'aimerais qu'on décortique vraiment le fonctionnement de la plateforme Examino, parce que pour que nos téléspectateurs puissent tout simplement se projeter, on va y aller étape par étape. Imaginons que je suis enseignante, je souhaite faire corriger une copie rédigée sur Examino. La première étape, on l'a dit, c'est donc d'importer le sujet. C'est ça, exactement. La vraie première étape, c'est de sélectionner le niveau de la classe. Et ensuite, on importe le sujet, soit via son téléphone, soit via un scanner, si jamais on a un scanner à disposition, ou tout simplement en format PDF si le sujet est déjà scanné. Alors du coup, une fois qu'on a scanné ce sujet, qu'on l'a importé sur la plateforme, c'est l'IA qui va créer le barème de notation ou c'est l'enseignant vraiment qui a la main là-dessus? Alors là, il y a plusieurs possibilités. Nous, on va proposer un barème de base, tout simplement pour aider les enseignants qui n'ont pas forcément de barème défini sur leur évaluation. Si l'enseignant a déjà un barème défini, il va tout simplement l'importer en même temps que le sujet et on va se baser à 100% sur ce barème. Il peut être modifié à tout moment, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est vraiment de pouvoir modifier à tout moment ce barème. Et c'est le barème qui va ensuite définir le niveau de notation. Si un enseignant veut une notation plutôt sévère, il va agrémenter le barème de façon plutôt sévère. En revanche, s'il veut une notation plus flexible, il va ajuster les éléments du barème. Mais alors comment l'IA fait pour proposer, elle, un barème automatiquement? Parce que c'est aussi l'un des problèmes avec l'IA aujourd'hui, on le dit souvent, c'est le côté très opaque des décisions, etc. Ça, il y a une transparence sur la manière dont le barème est mis en place? Alors c'est de notre côté, donc c'est via différentes LLM, donc différents IA qui vont être utilisés. On a un algorithme en interne qui, en fonction de la matière, du niveau, va utiliser tel ou tel moteur d'IA. On reste assez opaque là-dessus, puisque c'est un peu notre sauce secrète sur le fonctionnement du produit. Mais l'idée, c'est que ce soit très simple pour l'enseignant, que lui, il ait juste à importer son sujet et ensuite on s'occupe de tout. Bon alors, une fois qu'on a importé le sujet, qu'on a le barème, c'est le moment d'importer les copies. Enfin, entre-temps, il y a quand même les élèves qui travaillent un petit peu, a priori, en classe pour les remplir, ces copies. Mais alors, ensuite, on importe les copies, c'est ça? Donc, vous l'avez dit, on scanne. C'est ça, on scanne soit avec le téléphone, soit avec un scanner. Ou alors, maintenant, il y a de plus en plus d'évaluations qui sont au format numérique. Donc là, les enseignants ont déjà les évaluations scannées. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va créer un profil, j'imagine, pour l'élève, puisque a priori, un enseignant, il va avoir quand même plusieurs copies au fil de l'année et pour avoir un suivi, ça doit créer un profil pour chaque élève. C'est ça. Alors, ça va être, nos copies sont 100% anonymisées, donc tout le traitement qui va être fait de façon anonyme. En revanche, l'enseignant, sur sa plateforme, il va vraiment avoir le nom de l'élève associé à une copie. Comme ça, il va pouvoir directement aller voir la copie d'un élève en particulier et voir s'il a bien réussi à l'examen. Le fait d'anonymiser les copies, ça, c'est aussi peut-être pour éviter les biais de l'IA, j'imagine? C'est ça. Et alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison déjà juridique pour l'anonymisation et le traitement des données. Forcément, dès qu'on touche à l'IA, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix très vite d'implémenter un système de caviardage du nom. Donc quand les copies sont importées, on va détecter via une IA où se trouve le nom de l'élève. Il va être masqué et ensuite on va pouvoir traiter les données, ce qui fait effectivement qu'il n'y aura pas de biais de correction ensuite d'un élève à un autre. Alors, puisqu'on est sur le sujet de la sécurité des données, qu'est-ce que vous assurez de plus aussi sur Examino pour être sûr effectivement qu'il n'y ait aucune donnée qui fuite? Parce qu'on est sur des données sensibles quand on parle des élèves. Exactement, on est 100% RGPD, donc ça c'était vraiment un besoin crucial pour nous. Toutes les données sont protégées. Comme je disais, les données des élèves sont anonymisées. La connexion se fait à un compte protégé, donc on sécurise au maximum les données des élèves et aussi des enseignants. Alors donc, on a le profil de l'élève. Quand on dézoome un peu, ça donne une classe, a priori. Ça permet aussi, votre outil, j'imagine, d'avoir un suivi extrêmement précis du niveau de la classe. Exactement. On a aujourd'hui un suivi global. On va pouvoir avoir la note moyenne de la classe, on va pouvoir avoir la note la plus basse. On a aussi un graphique qui va représenter l'écart de notation
d'une classe entière, donc avec la note médiane. Voilà, on a vraiment énormément d'informations. On va aussi pouvoir avoir les points forts et les axes d'amélioration d'une classe entière. Par exemple, si on se rend compte qu'un examen, une classe a eu un résultat plus faible dans un exercice précis, on va savoir que telle notion a moins bien été comprise par les élèves et on va pouvoir ainsi générer des exercices de remédiation après. Alors, une fois que les copies, elles sont importées, on l'a dit, la magie opère, c'est la machine qui fait tout le travail chronophage normalement que font les enseignants. Est-ce qu'il y a possibilité de réinteragir avec le barème une fois que les copies elles sont corrigées, ou est-ce qu'une fois que c'est fait, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien à faire? Exactement. On peut à tout moment remodifier le barème. C'est aussi quelque chose qu'on met beaucoup en avant. C'est vrai que l'enseignant a besoin de garder la main sur la correction. C'est aussi une forte valeur ajoutée au produit. En fait, ça va être le regard de l'enseignant. Donc, une fois que la correction est faite, à tout moment, l'enseignant peut aller modifier le barème, modifier le nombre de questions, modifier le nombre de points attribués par question. Et il peut aussi modifier les réponses attendues. C'est-à-dire que si jamais il se rend compte que son barème était mal défini au début, il peut le relancer. Il peut relancer l'entièreté des copies pour avoir une nouvelle notation. Et donc ça, on ne l'a pas dit, mais ça prend combien de temps, du coup, la correction des copies? Imaginons, on a une classe à peu près médiane de 30 élèves, on doit corriger 30 copies, ça prend combien de temps? Ça prend quelques secondes, ça peut être assez rapide, voire une minute dans les cas avec les classes les plus grandes. C'est quelque chose qu'on a voulu d'assez rapide, puisque le but c'est de faire gagner du temps. Donc ça prend quelques secondes. Voilà. Et donc, donc on a la note, des appréciations, des annotations aussi peut-être sur la copie, à des endroits où il y a des erreurs, ou est-ce que ça c'est évacué et finalement l'IA n'est pas capable de le faire? Alors on n'a pas d'annotation sur la copie qui est faite. Nous on va vraiment rendre sous forme de rapport un corrigé de l'exercice. On va avoir par exemple question 1, l'élève a eu 2 sur 20, 2 sur 5, question 2, l'élève a eu 4 sur 4. On va avoir vraiment un détail question par question. Et les questions où l'élève a moins bien répondu, on va avoir toute une explication sur pourquoi est-ce qu'il a moins bien répondu. Le but, c'est de donner un maximum de matière à l'enseignant pour qu'ensuite il puisse le transmettre à l'élève et que l'élève puisse savoir exactement où il a eu faux et comment est-ce qu'il peut améliorer ses connaissances. L'enseignant, je crois que c'est aussi quand même le cœur de votre solution, il doit garder son rôle d'enseignant. C'est-à-dire que, bon, même une fois qu'on a eu tout ce superbe travail qui a été fait par la machine, vous les invitez quand même à revérifier le travail effectué. C'est ça. Aujourd'hui, on a une étape finale qui permet de modifier l'ensemble des réponses de l'enseignant. On invite évidemment les enseignants à faire une relecture de la correction qui a été apportée. C'est pour ça qu'on se positionne plutôt comme un assistant de correction plutôt comme un réel outil de correction. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des enseignants qui ne relisent même pas la correction faite par l'IA. C'est pas quelque chose qu'on préconise. On veut quand même garder le savoir de l'enseignant et l'expertise de l'enseignant pour approuver une correction. Et ça, donc après toutes ces étapes, c'est pas fini. Et ça, vous avez commencé à nous en parler. C'est qu'une fois qu'on a toutes ces corrections, qu'on a réussi à identifier les points faibles de tel élève, de la classe aussi de manière générale, il y a la possibilité de générer des exercices. Ça, vous nous en dites quelques mots? C'est ça. Alors, c'est une fonctionnalité qu'on vient d'ajouter il y a quelques jours et qui permet ensuite, une fois qu'on a fait la correction d'une classe, d'un examen, on va avoir les résultats et comme j'ai dit, on aura les axes d'amélioration et les points forts de la classe. Et le but, ça va être à partir de cette correction de générer des exercices de remédiation. Donc on aura une option globale à la classe entière qui va nous permettre de générer des QCM, des questions ouvertes, des sujets vrais ou faux. Donc on a vraiment un large choix d'exercices possibles. Et ensuite, donc, on clique sur ce bouton et l'IA va automatiquement générer des exercices adaptés aux axes d'amélioration de la classe. Donc, c'est-à-dire si une classe a eu plus de difficultés dans une notion, on va lui générer des exercices qui vont essayer de renforcer cette partie pour aider la classe à s'améliorer collectivement. Et ça, aujourd'hui, ça se fait toujours qu'à l'échelle de la classe, ou est-ce qu'on peut avoir aussi des exercices qui vraiment poussent la personnalisation au maximum et donc adaptés à chaque élève? Alors, on est en train de le travailler pour chaque élève. C'est un exercice plus dur parce qu'il y a un plus gros traitement des données qui doit être fait. Aujourd'hui, c'est seulement possible sur une classe ou sur un groupe d'élèves. Quand je dis classe, voilà, ça peut être très bien un groupe de 10 élèves. Tout est possible. Mais en tout cas, on va l'implémenter dans le futur sur chaque élève. Mais alors, en tout cas, ces exercices de remédiation, c'est un petit peu une nouveauté même à l'échelle de l'école, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un enseignant de cibler sans justement l'aide de l'IA ou de tout autre outil quelles sont les faiblesses spécifiques d'une classe, trouver les bons exercices justement pour peut-être activer des mécanismes différents si ça n'a pas fonctionné la première fois. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, on a aujourd'hui un enseignant à des classes de plus en plus grandes. On sait qu'il y a des classes jusqu'à 40 élèves, en tout cas dans le secondaire. Donc, c'est très dur pour eux d'avoir un réel suivi individuel de chaque élève. C'est là aussi qu'on va venir les aider. Ça va être de fournir plus de matière pour chaque élève.
Le but, c'est toujours de faire gagner du temps à l'enseignant, et aujourd'hui, c'est impossible pour un enseignant de faire un paragraphe entier sur chaque élève pour expliquer pourquoi est-ce qu'il a eu tort ou raison à tel ou tel exercice. Bon, on va continuer à parler de votre plateforme, bien évidemment, ça sera en seconde partie d'émission, mais d'ailleurs, d'abord, il est temps d'aller faire un tour sur la planète tech. Images et vidéos, c'est Dylan Kohler qui vous a sélectionné le meilleur d'Internet. The fucking pack off of the porch or break a pound down. Get the scrap if it happen to blow, it makes a round sound. So here we go, counting in binary. You just turn this into 1, 2, 3, because both bits there are on, 4, 5. A hair transplant starts with a doctor extracting hair follicles from the back of your head. These are carefully removed one by one, and they each contain a few hairs. Then they are meticulously implanted in the balding areas. Each follicle is placed in a way that matches the natural growth direction of your hair. And once they've adapted to their new location, they'll begin to grow and fill in. Sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie de mon invité bien évidemment, avec qui on parle de Examino, une plateforme qui permet aux enseignants de corriger leurs copies grâce à l'IA. On continue à en parler tout de suite dans la seconde partie d'émission. Et cet invité, c'est Dorian Collin, donc cofondateur d'Examino. Je n'ai pas changé d'invité entre-temps. Alors, Dorian, on a expliqué comment fonctionnait votre plateforme. On a expliqué que c'était entre autres pour faire gagner du temps aux enseignants. Quels sont les autres gains à la clé ? Alors, il y a d'autres gains comme la meilleure connaissance de ses élèves, par exemple. Donc évidemment, le gain de temps, ça reste notre promesse principale, parce que plus de temps, ça permet aux enseignants de mieux préparer ses cours et de passer plus de temps sur la partie vraiment conception de ces cours. L'autre promesse, c'est un meilleur suivi des élèves. Comme je disais tout à l'heure, les enseignants aujourd'hui ont des classes de plus en plus nombreuses, surtout dans le supérieur, où ils peuvent avoir des classes de plus de 100 élèves, donc il est impossible pour eux d'avoir vraiment une vue globale de leur classe, ou du moins une vue détaillée de chaque élève. Donc nous, on va leur aider en leur donnant de la matière et vraiment des connaissances plus précises sur le niveau de leur classe, qui ensuite va leur permettre d'adapter au mieux leurs cours et leurs exercices à venir. Bon, on en arrive au moment où je vais vous titiller un petit peu, puisqu'on va explorer ensemble les limites d'Examino, et pas que d'Examino, je parle de l'IA de manière générale, à commencer par le sujet de l'évaluation. Je suis enseignante en histoire, je demande à mes élèves une dissertation par exemple sur l'abolition de l'esclavage. Sur quelles ressources l'IA est-ce qu'elle va s'appuyer pour s'assurer de la véracité du propos, de ce qui sera raconté dans les copies ? Alors, comme un modèle grand public, notre IA va se poser sur les ressources globales qu'elle va trouver un peu partout. Elle va croiser les données. Nous aussi, on a un algorithme qui va, en fonction de la matière, se baser sur telle ou telle ressource en interne.
Ça va permettre d'avoir des corrections plus précises et plus réalistes pour éviter notamment tout ce qui peut être hallucination, qui est assez courant avec les IA grand public comme ChatGPT ou autres. Donc c'est pour ça que nous, on a vraiment fait le travail d'avoir cet algorithme qui va aller piocher dans la bonne base de données avec les bonnes informations. À terme, on aimerait bien pouvoir avoir notre propre base de données avec l'ensemble des sujets. On y réfléchit, mais c'est quand même un gros chantier. Oui, c'était la question sur laquelle j'allais venir, le fait d'avoir des bases d'entraîner vos modèles sur vos bases de données, sur des bases de données issues des programmes aussi, parce que malheureusement aujourd'hui, effectivement, on est encore victime du phénomène d'hallucination des intelligences artificielles. On sait aussi que ce qui est important dans une dissertation, je prends spécifiquement cet exemple-là, c'est la manière dont l'élève il va structurer aussi sa réflexion, sa pensée, la progression du développement. Ça, comment est-ce qu'une IA, elle l'évalue ? Justement, tout se joue au niveau du barème. Donc aujourd'hui, une IA, on le sait, c'est avoir du mal à analyser vraiment le raisonnement pur d'un élève. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on peut penser, une IA va être plus performante pour corriger des matières comme le français, l'histoire géo, là où elle va avoir plus de difficultés pour des évaluations type mathématiques ou scientifiques. Tout le monde pourrait penser l'inverse, mais aujourd'hui, c'est le cas. Et c'est dû notamment au fait que dans les matières scientifiques, il y a beaucoup de raisonnement qui est attendu, et l'IA va avoir un peu plus de mal à estimer si un raisonnement est bon. C'est-à-dire qu'un élève qui va avoir une bonne réponse, mais un raisonnement qui va sortir un peu du cadre, l'IA va être assez déstabilisée. Donc c'est pour ça que nous, la partie du barème est très importante. Le barème, c'est vraiment l'endroit où l'enseignant va pouvoir mettre le maximum de détails sur les réponses attendues. Donc par exemple, si il veut tel ou tel résultat, il va pouvoir l'indiquer, mais il va aussi pouvoir indiquer le raisonnement qui est attendu. Et ensuite, basé sur ça, l'IA va être un peu plus flexible et va mieux corriger la copie. Alors, en cas de doute, est-ce que l'IA, elle est aussi en mesure de signaler à l'enseignant qu'il y a peut-être un passage de la copie, justement, qu'elle n'a pas été en mesure d'évaluer? Ou est-ce que finalement, c'est comme les chats GPT et consorts, on évite de dire je ne sais pas? Alors, justement, si notre IA a trop de mal à déchiffrer une copie, par exemple, ou à comprendre ou à corriger une copie, on va l'indiquer, la copie va être marquée comme erreur, et on va inciter l'enseignant soit à rescanner la copie, parfois ça peut être le scannage qui n'est pas forcément parfait, soit on va l'inviter à refaire le barème et à lancer une deuxième correction afin de refaire cette correction. Et si jamais cela ne fonctionne toujours pas, ce qui arrive très rarement, on va inviter l'enseignant tout simplement à regarder la copie lui-même et à revenir noter. aux bonnes vieilles méthodes. À revenir aux bonnes vieilles méthodes, exactement. Bon, vous l'avez évoqué, hein, il y a aussi la difficulté, parfois quand on a des copies manuscrites, il y a des ratures, des phrases qui sont barrées, des écritures qui sont plus difficiles à déchiffrer que d'autres. Ça, c'est pareil, c'est plutôt assez bien pris en charge aujourd'hui par l'IA. Alors nous, on a fait un choix dès le début, c'était de développer notre propre modèle d'OCR. Donc l'OCR, ça va être la partie qui va permettre de déchiffrer l'écriture manuscrite et de le convertir en version écriture numérique. Pourquoi on a fait ce choix? Parce qu'aujourd'hui, si jamais on envoie des copies dans des outils d'IA grand public qu'on connaît tous, elle va souvent avoir tendance à corriger automatiquement les fautes d'orthographe de l'élève ou à halluciner sur certains mots. Nous, c'est primordial de vraiment garder l'orthographe précise que l'élève a marquée sur sa copie, parce que ça va influer aussi la notation. Donc du coup, on a fait ce choix de développer cette OCR en interne pour avoir la correction et la retranscription la plus précise possible, même aujourd'hui dans des élèves qui ont du mal à écrire, qui font des ratures, même des élèves qui sont dyslexiques. On va vraiment être en capacité d'analyser tous les types de copies manuscrites. Et on a d'ailleurs un test qui a été fait récemment par un groupe de journalistes sur notre outil et qui a révélé qu'il y avait à peu près 95% des mots en général qui étaient reconnus par notre IA, là où une IA grand public reconnaît à peu près 90% des mots parfaitement. Bon, ça c'est plutôt un bon score, effectivement, 95%. Vous avez parlé des élèves dyslexiques, ça c'est important aussi. Est-ce que potentiellement un enseignant, il peut le signaler à l'intelligence artificielle qu'il y a des élèves qui sont dyslexiques et qui donc peut-être doivent être notés un petit peu différemment? Alors aujourd'hui, on ne le fait pas malheureusement. C'est aussi quelque chose qu'on souhaite développer au niveau de l'accessibilité pour le futur de l'application. C'est pour ça qu'on a mis cette dernière étape qui est aussi récente, qui permet de tout simplement modifier la correction faite par l'IA pour que l'enseignant puisse ajuster d'un élève à un autre. Parce qu'évidemment, l'IA déjà n'est pas en cours, elle ne suit pas les élèves, elle n'a pas conscience des évolutions qu'ils ont fait du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Elle n'a pas conscience aussi du contexte dans lequel l'élève vit. Ça, c'est plutôt l'enseignant qui aura cette valeur ajoutée, et c'est pour ça qu'on l'encourage à venir modifier parfois la correction faite par l'IA pour ajuster en fonction d'un élève ou d'un autre. Bon, la transition est toute faite pour ma prochaine question, c'est que corriger des copies, certes, c'est chronophage, mais ça fait aussi partie d'un moment pédagogique. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre quelque chose quelque part
à déléguer cette partie-là à une machine? Alors c'est une question qui revient souvent évidemment. Les enseignants ont parfois peur qu'on remplace leur métier. Nous, notre but, c'est vraiment pas de les remplacer évidemment, c'est vraiment d'être un assistant, de voir ça comme une brique qu'on vient ajouter à un travail qu'ils font tous les jours. Il ne faut pas résumer un enseignant à la correction de copie. Évidemment, un enseignant, c'est aussi passer une journée entière devant une classe pour faire son cours, c'est préparer ses cours, c'est suivre un élève tout au long de l'année. Donc nous, on vient intervenir uniquement sur la partie correction. On le soulage en faisant une pré-correction, en lui donnant un maximum de contexte et de matière. Mais évidemment, l'enseignant reste le seul maître et le seul à pouvoir juger si une correction est fiable ou non. J'arrête de vous titiller, on en revient un petit peu aux aspects positifs de l'intelligence artificielle. Donc on l'a dit, il y a un gain de temps, mais il y a aussi un gain d'objectivité. Mais alors sur quel type de biais vous cherchez à agir avec l'IA? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de biais d'un humain à l'autre. Un correcteur va avoir une façon différente de corriger d'un autre humain. Donc il y a déjà un biais qui est visible, qui est estimé à peu près à 10% de biais d'un humain à l'autre. Nous, on va évidemment essayer de réduire ce biais en ayant une correction qui est uniforme pour toute la classe, c'est-à-dire même pour toutes les classes d'un seul établissement. C'est-à-dire que le niveau attendu va être le même d'un élève à un autre, là où un enseignant peut parfois se laisser peut-être influencer par différents facteurs. Nous, on va essayer d'uniformiser tout ça. Et pareil, toujours cette étude qui est sortie a révélé qu'aujourd'hui, on avait une différence de notation d'environ 11% entre notre correction faite par Examino et la correction d'un humain. Donc on se rapproche énormément du biais de correction d'un humain à l'autre. Bah alors justement, certes, les humains ont des biais, mais les machines aussi, on le sait. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? J'avais dit que j'arrêtais de vous titiller, mais en fait, je vous titille encore. Alors, il y a plusieurs moyens de lutter. Nous, aujourd'hui, on met en place certains correctifs. Au tout début de l'application, on avait un gros souci, c'était la différence de notation d'une copie à l'autre. Et donc pour ça, on a beaucoup travaillé avec des établissements, notamment l'Université de Grenoble, qui nous a beaucoup aidé en faisant une thèse sur la correction de copie par Examino. Et ça nous a permis de trouver des techniques, notamment le fait de corriger plusieurs fois la même copie va permettre de faire une moyenne générale et de réduire ce biais de différence de notation. Donc aujourd'hui, on arrive avec des notations qui sont assez égales d'une correction à l'autre. Bon, alors Examino, ça a été lancé en octobre 2024, si je ne fais pas d'erreur. Voilà, c'est bien ça. Vous avez donc un peu de recul maintenant pour nous parler des retours terrain, de l'adoption. Ça fonctionne bien ou est-ce qu'il y a encore une grosse réticence de la part des enseignants? Alors on a vraiment les deux cas. D'un côté, on a des enseignants qui sont très réticents à l'IA. Pas forcément que l'IA dans le monde de l'éducation, mais l'IA de façon générale dans la vie quotidienne. C'est quand même assez récent. Ça arrivait depuis quelques années, enfin très peu d'années maintenant. Donc il y a toute une partie éducation qu'il faut faire avec les enseignants. Il faut les rassurer. C'est aussi pour ça que nous, on intervient. C'est pour expliquer que l'IA, c'est pas quelque chose de mal. Il faut voir ça comme quelque chose de positif qui va les aider à faire leur travail, qui va les soulager aussi de différentes tâches. Et d'un autre côté, on a des enseignants qui sont extrêmement contents, qui nous envoient des messages en nous disant mais merci beaucoup d'avoir créé cette application, ça me fait gagner énormément de temps. Donc c'est très positif pour nous. Et dans les deux cas, on espère que dans les années à venir, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun. Aujourd'hui, l'IA, on peut pas s'en passer. Si jamais c'est pas notre outil qui va corriger les copies, les enseignants vont trouver d'autres moyens d'utiliser l'IA pour les corriger. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui permet d'encadrer un peu mieux toute cette partie-là et d'avoir un réel suivi de sa classe, de ses élèves et d'avoir aussi la main à chaque moment de la correction pour éviter que ce soit l'IA qui fasse tout à 100%. Bon, alors en revanche, aujourd'hui, Examino, si un enseignant veut l'utiliser, c'est lui qui doit le financer. Pour quel prix? C'est ça. Alors aujourd'hui, on a 3 offres. On a une offre gratuite qui permet aux enseignants de s'inscrire simplement, qui permet de corriger 10 copies par mois. Donc c'est renouvelé, tous les mois un enseignant peut corriger 10 copies à nouveau. On a fait cette offre pour que l'enseignant puisse tester l'outil, pour voir si c'est vraiment adapté à sa matière et si ça correspond à ses attentes. Et ensuite on a 2 offres payantes, une à 6,99 qui permet de corriger 100 copies et une à 14,99 qui permet de corriger 300 copies. Et évidemment, aujourd'hui, le coût est amorti par les enseignants. À terme, on essaie de plus en plus de faire financer cette application par les établissements. On a une dizaine d'établissements aujourd'hui qui ont souscrit à des offres adaptées. Notre but, c'est qu'à terme, ce soit 100% des enseignants qui n'aient pas à payer et qui utilisent du coup l'outil via leur établissement. Mais c'est très compliqué de débloquer des budgets, c'est quelque chose d'assez peu courant, Oui. notamment dans le public. Donc on y travaille, mais c'est assez dur.
Bon, merci beaucoup Dorian Collin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur d'Examino, qui est donc une plateforme, j'ai même pas envie de dire de correction après notre échange, mais de pré-correction par l'IA. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et quant à vous, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve dès lundi avec beaucoup de plaisir. D'ici là, portez-vous bien.